ce moment où se déroule cette campagne électorale, nous sommes aussi, la presse en parle très peu d'ailleurs, en train de vivre une crise économique, une crise financière internationale, financière et bancaire extrêmement grave, dont on parle tous les jours, et peut-être d'entrer dans une crise économique, une récession, dont on nous parle beaucoup moins. Et tout ça est très très grave et il faudrait comprendre pourquoi. Vous avez vu d'abord, du point de vue de la situation, que toutes les grandes boutiques de prévision, l'OCDE, le FMI, sont en train de réviser à la baisse leurs prévisions économiques pour nos pays. Du coup, même le gouvernement français est obligé de le faire, l'Europe l'a fait sur notre dos. Nous n'aurons plus en 2008 qu'une croissance de l'ordre de 1,5-1,7%, alors qu'on espérait de 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chômage va reprendre son augmentation. Et c'est comme ça dans tout le monde développé, Amérique du Nord, Europe, Japon. Vous avez vu d'ailleurs ce mois-ci que la courbe du chômage a recommencé à augmenter. Ça, c'est un signe général. Autour du signe général, il y a des nouvelles. Les nouvelles, c'est qu'il y a tous les jours une nouvelle banque frappée par la crise, et aussi un nouveau groupe de patrons allemands, par exemple, ou américains, ou français, inquiétés par la justice et obligés de témoigner soit sur leurs évasions fiscales, la poste allemande, soit sur leurs difficultés de gestion de fonds curieux, c'est pour l'UIMN, etc., etc. Qu'est-ce que veut dire tout ça? Comment se sortir de ce maelstrom de nouvelles qu'on ne comprend pas bien et que malheureusement la télévision d'aujourd'hui occupe peu. Je combats, jusqu'à présent, dans la défaite la plus permanente, cette idée de nos rédacteurs en chef de journaux que quand on leur parle d'économie, les Français s'ennuient et vont zapper. C'est parce qu'ils croient ça qu'on ne vous explique pas les cours. Or, les cours sont simples à comprendre. Je vais d'ailleurs tenter de vous le montrer, mais ils sont très graves. Ils sont très graves. Qu'est-ce que c'est d'abord que cette crise financière qui commence et qui s'appelle la crise des subprimes, c'est un mot américain. C'est une crise du crédit hypothécaire. Qu'est-ce que c'est qu'un crédit hypothécaire? Vous êtes nombreux ici à très bien savoir ce que c'est, probablement pour l'avoir pratiqué. Beaucoup de gens veulent se loger, mais personne n'est capable de s'acheter sa maison d'un seul coup, bien entendu. Les salaires sont courts et une maison, ça coûte entre 3 et 6 ans de salaire à l'échelle de chacun de ses salaires. Donc il faut emprunter, c'est logique. Il y a des outils pour ça, ils s'appellent les banques, c'est logique, et ils pourraient servir l'humanité. Ce serait le rôle normal d'une économie au service des hommes. Et de fait, on appelle hypothèque le fait que la banque prenne une garantie sur la maison qu'elle vous aide à acheter. Ça se comprend, personne n'y suit. Ça marche bien aussi longtemps que la banque fait attention à ce qu'elle fait, et nous aussi, nous les emprunteurs. Il est d'usage que les banques ne prêtent qu'en s'assurant que la personne pourra rembourser. Vous avez suivi ça. Il y en a 10% de la salle qui ont acheté leur maison comme ça. Il y a 2 ou 3 ans, un peu plus, 3-4 ans, il y a eu un changement d'idée et de comportement dans les banques américaines. Dieu, on n'y avait pas pensé. Pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent? Pourquoi s'embêter à aller vérifier, du temps perdu, des tas de clients rejetés, à prêter à n'importe qui, n'importe comment? On ne s'occupe plus de savoir si les gens peuvent rembourser. On leur prête pour qu'ils achètent une maison. S'ils ne peuvent pas rembourser, on s'en fiche, on les exproprie. Et on gagne notre argent, non pas sur les loyers, mais sur le prix de revente de la maison, qui, comme en pente lente, l'immobilier est en hausse à travers le monde entier, gagnera. Expulser les gens, pourquoi pas, il y a la police pour ça. Et quand ce comportement, ça, je vous garantis que ça a marché comme ça. Quand cette nouvelle idée géniale s'est répandue, ils l'ont fait un peu tous à la fois. Et ça a commencé dans les années 2004, 2005, 2006. Lentement d'abord. Subprime, ça veut dire prime de plus. Dans les années 2006 et 2007, il y a déjà eu 1 300 000 Américains qui ont été expropriés. La démesure. Il y en a maintenant 3 millions qui sont menacés.
Ni la justice ni la police américaine ne sont en état de suivre le mouvement. Et s'il y a une crise financière qui commence, c'est qu'en effet la réalité sociale ne peut pas suivre. Mais 4 millions d'expulsés en quelques années, quelle honte! C'est un drame social comme les États-Unis en ont connu très peu. Et on comprend que les banques ne soient pas remboursées, la crise financière commence comme ça. Techniquement, crise financière par non-remboursement. Humainement, le pire des scandales moraux de la banque. La banque qui se met à faire sciemment du profit dans un mécanisme où sciemment elle va décider d'expulser les 3/4 des gens qui leur ont fait confiance. Voilà le nouveau mécanisme où le capitalisme se percute dans lui-même et commence à échouer à cause de son immoralité. C'est il y a 1 an et demi, peut-être un peu plus d'1 an et demi, pas beaucoup, que l'affaire a commencé à être connue et que les banques ont commencé à encaisser des titres hypothécaires dont elles savaient la fragilité. Aussi longtemps qu'ils étaient entre leurs mains, ils pouvaient aller plaider auprès de la justice, expropriation, etc. Mais ça devient compliqué, le peuple se fâche, les élus se fâchent et se demandent, donc ça ralentit, donc c'est difficile. Et les banques, du coup, ont cherché à se débarrasser de ces titres hypothécaires qui ne valaient pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'elles en ont fait? Au lieu de provisionner, de dire celui-là, on ne sera pas remboursé, je mets 0 dans mes comptes, et je fais vérifier ça par une agence de notation, c'est pour ça qu'elles ont fait. Elles les ont mélangés avec d'autres documents bancaires, d'autres titres, eux moins malsains. Elles ont fait des paquets de crédits confondus qu'elles vendent en bloc dans le monde entier. Le monde entier, pays développés principalement, Europe, Japon, Canada, à côté de chez eux, est infesté, mais même la Chine, le Brésil, est infesté de titres bancaires à la valeur incertaine et dont on ne sait pas quel est le degré de fragilité et le degré de solidité. Pour de multiples centaines de milliards de dollars, car on ne peut pas calculer, on sait que nous sommes menacés d'une aggravation de ces crises. Et puisque j'ai commencé à vous compter le coup, il faut bien aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que pour allécher les gens et leur placer ces prêts qu'ils ne pourront pas rembourser, il y a des conditions de marketing, d'appel. Et l'une de ces conditions, c'est les 2 premières années sont sans remboursement. Vous commencez à rembourser au bout de 3 ans. Quand tombe l'échéance lourde du commencement, mars, avril, mai 2008, maintenant. C'est-à-dire, chers amis, vous voyez que ce n'était pas très compliqué à découvrir. C'est-à-dire que l'effet le plus dur de la crise dure subprime, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Que nous allons encore consommer de l'aggravation dans tous les cas. Et puis qu'est-ce qui se passe entre les banques? Elles savent tous qu'elles ont la patate chaude dans les mains, mais elles savent toutes que personne n'est plus capable de décompter les valeurs qui vont tenir et les valeurs qui ne vont pas tenir dans leur portefeuille de ce genre de titres internationaux. Et du coup, elles ne se font plus confiance les unes aux autres, les banques ne se prêtent plus les unes aux autres. Et voilà, mes chers amis, comment la crise se diffuse et comment on passe de la crise bancaire et financière à la crise économique. Parce que quand il n'y a plus de crédit possible, il n'y en a plus pour faire ça, même pour des investissements utiles. Voilà comment on y passe et comment ça vient. Et vous avez donc vu la première immoralité du subprime, aggravée d'une deuxième immoralité presque globale au capitalisme tout entier, planquer les titres pourris en les mélangeant avec d'autres et en acceptant ces trafics. Même les grandes banques françaises ont acheté ces titres-là. Donc ont participé à la couverture de l'escroquerie, intellectuelle en tout cas, morale, c'est sûr, et même comptable, à laquelle se sont livrés les auteurs initiaux de ces cas. Mais il y a des problèmes plus immédiats. C'est que nous avons, en France, comme maintenant partout dans les pays développés, un total de 25% de notre population d'hommes et de femmes adultes qui est soit en chômage, soit en travail précaire,
soit même exclu des registres du marché du travail, simplement pauvre. Vous vous souvenez, 45-75, 30 ans de suite, 5% de croissance par an. On n'est même pas à 2. 5% de croissance par an. Jamais de crise financière, de 45 à 90. Et surtout, souvenez-vous mes amis, le plein emploi. La France a connu 30 ans de plein emploi. Vous avez lu à l'époque, pardonnez-moi les jeunes, ou plutôt vous relire les collections historiques de la bibliothèque municipale, des journaux qui ont parlé du miracle français. On a d'ailleurs aussi parlé du miracle allemand. On se demandait comment des pays qui avaient moins d'enfants que l'Afrique ou l'Amérique latine réussissaient un pareil dynamisme. Et ce miracle a existé, c'est vrai. Le capitalisme des années 45 à 75, 5% de croissance régulière et le plein emploi, finissait presque par être acceptable. Nous, la vraie gauche, et combattant toujours pour une société meilleure, on protestait contre la société de consommation. On trouvait que c'était dangereux d'être trop réduit à l'argent, à la mesure par l'argent, de ce qu'on valait, de ce qu'on savait, de ce qu'on était capable de faire, et puis surtout de voir l'économie de profit infester petit à petit la santé, la culture ou l'éducation. Mais c'était le seul combat qui nous restait. Il n'y avait rien à dire sur la croissance, il n'y avait rien à dire sur l'emploi, et il n'y avait pas de crise financière. Depuis 35 ans, nous avons connu une révolution interne du capitalisme. Maintenant, je vous donnais le chiffre pour la France tout à l'heure, 25% de la somme des chômeurs, les précaires et les pauvres. Il y a beaucoup de différences, on nous strigne beaucoup de choses à cet égard. Il y a moins de chômeurs aux États-Unis et en Angleterre qu'il y en a de chez nous, mais il y a plus de précaires. Beaucoup plus. Et de pauvres. On appelle pauvres les gens dont le revenu est inférieur à la moitié du revenu moyen national. Il y en a 6 millions en France, il y en aurait 12 millions en Grande-Bretagne. C'est une autre vision des choses. Mais la Grande-Bretagne a moins de chômeurs que nous. N'écoutez pas ceux qui vous amusent en vous expliquant qu'il vaut même beaucoup mieux avoir des travailleurs précaires que des chômeurs. Ça dépend des situations locales, des chances de repartir et des chances de formation professionnelle offertes. C'est pas sûr. L'important, c'est le total. 25%. Alors qu'on était en plein emploi, c'est-à-dire à 2% de chômeurs, le nombre habituel mensuel de gens qui changent de boulot. Et qui est beaucoup. Ça tourne vite le travail. 1,5 à 2%, c'est le plein emploi. Comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre et pourquoi? Eh bien, on a mis longtemps à comprendre, et c'est une des choses que les professeurs d'économie d'aujourd'hui n'aiment pas expliquer. Il n'y a pas encore un accord entre eux là-dessus. Même en économie, il y a un contrôle des proportions par le conformisme. La profession majeure des grands économistes, elle sert le consensus de Washington, elle sert un cadre libéral qui permet tout et n'importe quoi. Je viens d'être abstrait, je vous explique un tout petit peu plus. Il a 200 ans, le capitalisme. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'il est formidablement efficace, qu'il est abominablement cruel et très instable. Formidablement efficace, vous et moi, nous vivons 140 à 150 fois mieux que nos arrière-arrière-grands-parents. À peu près 140 à 150 fois mieux que nos arrière-arrière-grands-parents. Mais nos arrière-arrière-grands-parents, ils vivaient 1,5 fois ou 2 fois mieux que les leurs. Et les citoyens français de sous Louis XIV ou même de sous Napoléon Bonaparte vivaient à peu près comme les citoyens de l'Empire romain. Le capitalisme, c'est le décollage. Formidable. C'est parce qu'il était si formidable qu'il a gagné d'ailleurs. Extrêmement brutal, répressif, sauvage et au fond pas démocratique dans sa nature, ce régime a finalement été accepté par nos populations parce que son efficacité semblait permettre de le rendre moins brutal. Et c'est ce qui s'est passé. Quand éclate la grande crise de son instabilité, la crise de 1929, elle fait 30 millions de chômeurs à la fois en 26 mois pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation de chômeurs. C'est la dernière période où on est mort de faim en Europe. Relisez un homme
nommé Steinbeck, Les raisins de la colère. C'est le plus beau roman, un des plus beaux romans de cette époque, du XXe siècle, et c'est l'histoire de cette crise. Pas d'allocation de chômage, on est mort de faim dans les pays riches. Quand vient le produit de cette crise, qui s'appelle la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde se dit que le capitalisme est responsable de cette guerre. Il faut arriver à autre chose. Et tout le monde sent que c'est l'Union soviétique qui va gagner. Tout le tiers-monde espère dans le communisme, et l'Union soviétique est porteuse de l'honneur et de la parole. Malheureusement, elle s'organise mal, et faute de respect de la démocratie, elle va s'auto-suicider en 40 ans. Et puis, de l'extérieur, on savait. Les camps de concentration, le goulag, l'excès de la police, l'enfermement, les horreurs de ce qu'on va appeler le goulag, justement. Si bien qu'en Europe occidentale et aux États-Unis, on a cherché à préserver le capitalisme en le régulant mieux. Et on a inventé dans ces époques, un peu avant, enfin à l'occasion de ces époques, les 3 régulateurs qui nous ont fait 30 années de croissance rapide et de plein emploi, je le disais à l'instant. Le premier, c'est la sécurité sociale. Vos pensions, vos allocations familiales, vos allocations chômage, vos prestations de maladie, d'assurance maladie, c'est autant qui ne dépend pas du marché. C'est autant que nous continuerons à percevoir, même s'il y a crise économique. Et donc, même s'il y a crise économique, nous continuerons à avoir un peu d'argent pour continuer à se loger, s'habiller et surtout manger. Et donc, la crise sera pas un atterrissage à zéro, comme en 29. Premier régulateur. Deuxième régulateur, je le dis d'une phrase, pour expliquer, ce serait assez fascinant. Il y a un homme qui n'était même pas un socialiste, mais qui a été capté par les socialistes. C'était un libéral anglais, qui a dit en gros à tous les gouvernements de l'époque: vous n'êtes pas sérieux, vous les gouvernements, vous avez des pouvoirs immenses, des pouvoirs monétaires, vous gérez, vous créez vos monnaies, et le pouvoir budgétaire, et vous vous en servez en remplissant des normes comptables pour équilibrer chez vous vos budgets, vos balances de paiement. Alors que l'essentiel n'est pas chez vous, l'essentiel c'est de corriger les secousses qui vous viennent de l'extérieur. Servez-vous de votre puissance budgétaire et monétaire pour annuler les secousses et notamment les régressions qui vous arrivent de l'extérieur. C'est un message totalement génial. Et pendant 30 ans, à partir de 1945, en effet, les grands pays ont fait comme ça. C'est ça qui explique qu'on n'a plus connu une seule crise monétaire jusqu'au moment où les gouvernements fous ont cassé le système. Le troisième régulateur, celui-là, c'est un capitaliste qui l'a inventé. Mais ça vaut qu'on y réfléchisse 2 fois. La phrase est de la période de reconstruction d'après la Première Guerre mondiale, la phrase des années 1920, que l'intéressé va répéter pendant la crise de 29. Qui l'a dit? Sur les 2 premiers régulateurs, la sécurité sociale appliquée, il y a des bouquins entiers. Les idées sont dans des livres, et il y a des rayons de bibliothèque entière qui expliquent ce que c'est pour commenter, etc. Vous pouvez faire des thèses dans tous les coins. Sur le troisième régulateur, qui en fait a sauvé le capitalisme, il y a une seule phrase. Pour tout le monde, une seule phrase. Simplement, l'homme qui l'a dit est l'industriel le plus puissant du monde. Et non seulement il l'a dit, mais il a réussi à le faire. La phrase, c'est « Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. » Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. C'est pas « Je paye mes salariés pour qu'un système fiscal intelligent préserve de l'épargne, qu'une banque centrale intelligente va recycler vers l'investissement. » Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Et de plus, comme je paye mieux, je vais piquer les plus qualifiés des salariés de mes concurrents pour grandir et faire la même chose de leur place. Et ça marche. Le type qui dit ça s'appelle Henry Ford. Vous voyez toujours circuler plein de Ford dans les rues. Et en fait, c'est lui qui a compris que le système de production de masse génial qu'est le capitalisme ne peut évidemment marcher que s'il y a consommation de masse. L'économie est pleine de la palissade moins évidente qu'on ne croit. Il fallait quand même y penser. Il dit ça,
On met longtemps à faire, il convainc, et à partir de 1945, on l'a tous fait. Il y avait une difficulté en France. La division et la faiblesse syndicale ont fait que le syndicalisme n'était pas capable de peser sur le système comme les penseurs du système le souhaitaient, pour que les patrons payent bien, pas seulement par bonne volonté, mais aussi c'est une pression désorganisée, ça aide, du chef. Mais en France, la division syndicale équivalait à une quasi-disparition. C'est en France qu'on a remplacé les politiques de négociation sociale par le commissariat au plan, qui pendant 30 ans, souvenez-vous de ça, vous l'avez lu partout, organisait la conversation permanente entre les syndicats et les patrons sur qu'est-ce qui se passe l'an prochain, de combien on va croître. Et si vous voulez vraiment croître de 4%, c'est-à-dire vendre pour 4% de plus de produits à la consommation, même les patrons comprenaient qu'il fallait que les salariés aient 4% de plus de pouvoir d'achat. Pas si sorcier que ça. Et c'est cet équilibre-là, celui du capitalisme régulé qui a tenu pendant 30 ans, c'était formidable. Et au fond, ce capitalisme était en train de se rendre humainement acceptable, surtout comparé aux horreurs que l'on voyait en 19. Mais dans cet équilibre, il y avait une victime. C'est dans cette période, bien entendu, que les entreprises ont grandi pour devenir mondiales. Et on a vu ces entreprises qui grandissent être dirigées non plus par des patrons à fortune privée héritée, mais par des salariés, des managers, comme on disait, des directeurs salariés. Et le capital surpayait ces dirigeants salariés. Les familles avaient un peu disparu. Et au milieu de tout ça, ces managers salariés tenaient un équilibre jaloux entre l'entreprise qu'ils défendaient et puis tous ses partenaires. Et dans les partenaires, il y avait les fournisseurs, les clients, les banquiers, le personnel et les actionnaires. Et la priorité, c'était le personnel, pour qu'ils consomment, pour qu'ils soient fidèles à l'entreprise, et pour que sur le long terme, la continuité dans une technique, c'est ça le nom d'une entreprise, la continuité dans une technique soit bien préservée avec ce qu'ils appelaient un esprit d'entreprise, dont les actionnaires, propriétaires de notre compte ne peuvent plus entendre parler parce que les entreprises sont bien soutes. C'est donc dans ce système-là l'actionnaire qui était la victime. Et la catastrophe qui nous est arrivée, dont il faut se prémunir, et je ne vois d'autre moyen de se prémunir que la Société de démocratie internationale, cette catastrophe, c'est de corriger ce que les actionnaires ont fait. De 1945 à 1975, isolés, absents des conseils d'administration, sans pouvoir, ils ne pouvaient rien, ils se contentaient d'avoir des dividendes faibles, ils n'en vivaient pas. On vivait de son salaire ou de son revenu de profession libérale. Les rentiers avaient été lapidés par l'inflation des deux guerres, et ce n'était pas une coutume. La révolution intracapitaliste, c'est que les actionnaires se sont organisés. Et même la presse vous le dit de temps en temps. Je mets ensemble des trucs que vous avez tous lus. Je ne vous apprends rien que vous ne saviez pas. Les fonds de pension. Et les plus agressifs, multiples, beaucoup plus agressifs, les fonds d'investissement. Ou encore les fonds d'arbitrage, qu'on appelle de leur nom anglais. Ceux-là, je ne sais pas pourquoi on donne leur nom anglais à ceux-là et pas aux autres. Les hedge funds, les fonds d'arbitrage. Tout ça, c'est des actionnaires regroupés. Au cri de « il faut faire suer l'urnos davantage ». Le dividende est trop petit, on en veut plus. Cette révolution d'organisation va se trouver d'abord théorisée par une théorie de prix Nobel de l'économie que moi je considère comme des criminels contre l'humanité. Le principal et le fondateur s'appelle Milton Friedman, vous avez peut-être entendu ce nom. Le jury du prix Nobel d'économie nous a calamiteusement honoré de 15 monétaristes, puisque c'est le nom de cette école, dont ce Milton Friedman est le premier, mais je signale à votre attention que le jury du prix Nobel d'économie a été le premier à comprendre. Et ça fait 10 ans maintenant qu'il n'en a plus couronné un seul, et qu'il s'est violemment retourné en couronnant un nommé Amartya Sen, grand économiste indien de la pauvreté, qui est un des dénonciateurs du système. Une autre des découvertes du prix Nobel d'économie est Joseph Stiglitz, qui est lui un bel énarque américain, si je superbe carrière de conservateur américain, il devient vice-président de la Banque mondiale,
Il comprend très bien le système, il comprend tellement bien le système qu'il démissionne, rentre en catastrophe à l'université en disant j'ai besoin de ma liberté et se met à tonitruer. Et son premier bouquin s'appelle Quand le capitalisme perd la tête. C'est avec ce bouquin-là dans sa biographie qu'on l'a fait le prix Nobel après. Donc attention, l'intelligence suprême, le jury du prix Nobel, il est en train de devenir notre allié pour le moment. Mais qu'est-ce qu'il a consacré comme intelligence massacreuse? En tout cas, dans les intelligences massacreuses, on a authentifié le comportement des actionnaires. Et comment ils ont joué, ces actionnaires, faisant leur pression? Eh bien, ils ont cassé les anciennes régulations. Vous le savez très bien. Et tous les syndicalistes le disent, ça a été dit. Vous avez distribué des tracts cancer, là-dessus je suis sûr. La sécurité sociale et nos services publics sont attaqués, érodés, menacés. Et c'est pas seulement une affaire d'Europe. L'Europe est une espèce de passe-partout. L'Europe ne fait que ce que les dirigeants de droite, dans une solidarité mondiale des grands financiers, fait passer. Nous avons quand même besoin de l'Europe parce que ce sera le seul outil à la taille pour donc la faire avec n'importe qui, pouvant mieux. Mais la faire pour avoir un outil à la taille. Mais en ce moment, lui demandez pas d'être dirigé par la gauche, on a été battu. Ce qui est bien dommage. Toujours est-il qu'on nous attaque la sécurité sociale et les services publics, que les politiques keynésiennes ont été remisées au cours et qu'on a organisé une libération mondiale de tous les mouvements de capitaux qui s'avère être l'instrument de cruauté le plus brutal pour l'Afrique, pour ceux qui ont démarré tard, pour les pays faibles. Et puis que c'est sur le dos de la masse salariale qu'on rançonne et qu'on retrouve la possibilité de dividendes beaucoup plus forts. Comment? Vous avez entendu parler de l'externalisation. Il y a 30 ans, tous nos grands constructeurs automobiles fabriquaient 80% de la valeur des bagnoles qu'ils nous vendaient. Quelques objets, les phares, étaient fabriqués par d'autres en sous-traitance. Maintenant, monde entier, nos grands constructeurs automobiles ne sont plus des assembleurs. Il se fait chez eux, dans leurs usines, 20% de la valeur des voitures qu'ils nous vendent. Toutes les pièces ont été externalisées, si possible dans des PME, parce que dans les PME on est moins syndiqués, et quand on a un contrat de fourniture, ça s'appelle la sous-traitance, avec une PME, on peut se permettre de l'annuler d'un jour à l'autre, de remettre en concurrence et de faire baisser les prix en pressionant le citron. Vous avez sûrement plein d'habitants de Sète qui vivent ça dans leur vie quotidienne. Je ne suis pas dans le mondial abstrait, je suis dans les causes de ce que vous vivez tous les jours. Le résultat, il est global. Dans tous nos pays, vous entendez, tous les pays développés, j'entends. L'Europe de l'Ouest, enfin toute l'Europe maintenant, parce que les autres sont dans le même mécanisme depuis moins longtemps. États-Unis et Japon. La part des salaires dans le partage du produit national brut a baissé de 10%. Ça veut dire quoi, ces abstractions? Ça veut dire qu'en 2006, qui a été le produit national le plus haut de notre histoire, on trouve qu'il monte trop lentement, on n'est pas content, mais quand même, comme il n'est pas en baisse, c'est le plus grand de notre histoire. Si on l'avait partagé dans les mêmes proportions, entre salaire et sécurité sociale d'un côté, profit et impôt de l'autre, si on l'avait partagé dans les mêmes proportions en 1981, on aurait eu, écoutez bien, 1400 milliards d'euros. Je me trompe d'un défaut là. 140 milliards d'euros, c'est déjà pas mal. De plus de salaire. Donc de consommation. Donc de croissance et d'emploi. Un point de croissance, 500 000 emplois. Ces 140 milliards d'euros, ils ont été enlevés à l'activité économique et au revenu salarial pour alimenter la sphère financière et notamment la spéculation financière. Je vous ai donné les chiffres pour la France, mais comme c'est partout comme ça, on est entre 30 et 60 000 milliards de dollars, ou d'euros, plus après, qui ont été enlevés au revenu du travail, au bien-être de nos sociétés, pour être affectés à des jeux de spéculation financière. Et là aussi, il y a une immoralité profonde.
Tout se passe comme si les classes moyennes supérieures de nos pays avaient renoncé à l'idée de voir leur vie augmenter lentement grâce à leur travail. Fut-il un travail rémunéré directorialement, fut-il un travail de profession libérale, tout le monde maintenant joue le gain en capital. Tout le monde espère la culbute, le gros retour. Il y a des fonds d'investissement qui disaient « Nous voulons bien mettre de l'argent chez vous si vous garantissez 15% de bénéfices par an. » Quand la croissance nationale est à 3%, 15% c'est évidemment impossible, ou alors c'est que tous les autres font faillite et qu'on les remplace. Ces idées, ces références et ces façons de fonctionner sont meurtrières. Et nous sommes en train de constater que tout ça ralentit la croissance et crée une situation dans laquelle la fragilité qui nous vient de la crise bancaire, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, risque de provoquer des catastrophes. J'accuse la télévision de ne pas faire l'effort d'expliquer ça aux gens. Donnez-moi, chers amis, que je n'ai pas employé un seul mot de technique économique. Et si je regarde bien vos regards, je ne suis pas encombré de lecture de mes papiers, je regarde vos regards, j'ai pas vu beaucoup, je regarde vers le plafond qui donne l'impression de rien piger. Ce qui vous honore, mais il faut dire aussi que tout ça est apporté d'une cervelle normalement constituée dès l'instant qu'on ramène des éléments. Et là, nous sommes dans un capitalisme qui est en train de s'autodétruire par immoralité. Cette pressuration de l'actionnariat. Donner un résultat aux États-Unis. En 20 ans, les 20 dernières années aux États-Unis, la production produite, la richesse a augmenté de 50%. Le PIB a augmenté de 50%. Le salaire réel moyen est resté stable en 20 ans, il n'a pas changé. Les 50% de richesse nouvelle, quelques 25 ou 30 milliards de dollars, ou sinon davantage, ont été appropriés par 4% des Américains. Voilà l'économie dans laquelle nous vivons. Et nous sommes en train d'entrer dans la période où on s'aperçoit que ça ne marche plus. Depuis que ça a commencé, il était assez de croissance pour qu'on continue à voir qu'on était en croissance tous les jours. Chacun sentait bien que cette croissance était de plus en plus mal répartie, qu'elle profitait de plus en plus aux plus riches et de moins en moins aux moins riches. Et maintenant, nous sommes confrontés à la perspective de la récession, à la perspective économique. Et derrière ces trois aspects de la crise, c'est l'immoralité qui a rongé le capitalisme. Et puis il y a le dernier aspect qui est la pure délinquance. La semaine dernière, on a découvert au Liechtenstein, ou le mois dernier plutôt, au Liechtenstein, une liste considérable de grands patrons européens, dont beaucoup d'Allemands, qui avaient placé leurs économies en évasion fiscale totale. Refus de solidarité pour payer les charges éducatives ou de transport du pays. C'est les comme Siemens et Volkswagen sont corrompus. Aux États-Unis, l'immense trust d'énergie Enron a fait faillite, entraînant un cabinet conseil d'assurance qui s'appelle Arthur Andersen dans la faillite aussi. Et en France, vous avez les histoires de M. Forgeard qui empoche quelques millions d'euros au moment où il lâche une maison qui a mise en crise. Vous avez l'histoire de M. Zacharias qui supérait parce qu'on ne lui donnait pas les 200 millions requis pour honorer son départ, d'euros, bien sûr. Et ce M. Sauvagnac, il y avait un prof d'université, un prof à la Sorbonne, qui s'est donné hier dans le monde et qui disait ce monsieur, quand même, que commandité de départ 26 fois mon salaire annuel. Donc une société seule. C'est ça le paysage d'aujourd'hui. Je vous ai un tout petit peu ennuyé en le racontant un peu longuement et on a besoin de savoir. Parce qu'il se passe deux choses à la fois qui se conditionnent l'une l'autre. L'une, c'est donc la pollution de notre société dans une immoralité visible, et l'autre, c'est le fait qu'en plus, cette immoralité brise la machine. Ça marche plus. Et c'est la valeur actuelle. Alors, je veux le dire franchement, Madame Parizeau, dont le salaire doit être d'à peu près 4 ou 5%, celui des grands barons qu'elle est en train d'essayer de mettre à la raison. Très droite et très honnête femme, chef de PME, on connaît, c'est
70 salariés, c'est un horizon qu'on voit assez bien et où on ne fait pas fortune, même si on travaille. Il faut qu'elle gagne. Et pas seulement pour la moralité d'un système qui n'est pas le nôtre, mais pour l'efficacité d'un système dans lequel on vit et dont on vit. Mais j'ajoute, en tant que social-démocrate, que nous autres socialistes, ici présents, qui jamais n'avons été amusés par cette idée que les équilibres du marché sont les meilleurs. Jamais nous n'avons cru que moins l'État intervient et régule et puis on se porte. Ce que vous avez lu dans tous les journaux et qui a produit probablement quelques-uns d'entre vous, en tout cas certains de vos cousins, ceux des cousins de famille dont vous trouvez qui peut-être trop à droite et qui vous disent souvent l'État intervient trop, ça paralyse la production. Quand il n'y a plus de règles, quand il n'y a plus d'État, ce qui se passe, c'est l'immoralité constante. Et nous avons donc besoin d'une affirmation de puissance de ceux pour qui la règle morale doit être fixée publiquement et qu'elle est d'État. De ceux pour qui le marché est nécessaire parce qu'on n'a pas d'autres régulateurs, mais qui n'a besoin de bornes, de limites et de contrôle. Et que deuxièmement, ce diabolisme capitaliste casse les liens sociaux entre nous. Diminuant les revenus, il diminue les fêtes, les rencontres collectives, les repas de famille. On se voit moins, on prend moins de risques, on est plus fauché. Il soumet à l'économie de profit, tant le sport que la culture. Ça ne coûte pas grand-chose de jouer de la guitare ou de taper dans un ballon de foot. Et si ça ne coûte pas grand-chose, ça n'intéresse pas le capitalisme. Du coup, on n'a pas assez de petits espaces de football dans les communes ou d'espaces réservés pour que les musiciens puissent faire leur bruit sans emmerder les voisins, il en faudrait. Ce vers quoi va l'argent, c'est l'organisation des gigantesques grands-messes sportives ou culturelles où on regarde, on paye pour regarder. Et quand on paye pour regarder, le capitalisme tourne bien. Mais l'émotion, la joie de participer, elle n'est pas là. C'est pas la même chose d'être spectateur et acteur. Et une vie digne de ce nom. Pensez un peu aux plus beaux moments de votre vie. Dans les plus beaux moments de votre vie, il y a les amours, il y a des fiançailles, il y a des performances sportives, il y a des concours réussis, il y a des chances professionnelles, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais je suis sûr que dans les 5 plus beaux moments de votre vie, à chacun d'eux, il n'y en a pas beaucoup qui soient liés à l'argent. Mais pour que ces pas beaucoup qui soient liés à l'argent aient lieu, il faut quand même qu'on vous ait appris la musique, qu'il y ait des petits terrains dans les communes, le sport de masse. C'est ça la vision des socialistes du monde d'aujourd'hui. Et le combat contre cette société, non seulement qui n'assure plus notre croissance et notre emploi, mais qui est sans idée, et qui s'autodétruit elle-même dans sa dignité culturelle, ce combat, il commence même dans les communes. Mais je rate de ce que nous entrions dans ce combat sans que tout le monde le comprenne. Je rage de ce que nous risquions de voir le système se pérenniser avec l'acceptation d'un